C'était le 16 juin 1976. Des milliers d'élèves de Soweto se soulevaient lors d'une marche pacifique contre le régime d'apartheid. Manifestation violemment réprimée par la police. 5 ans plus tard, que reste-t-il de cet héritage dans une Afrique du Sud toujours marquée par de profondes inégalités? On voit cela avec Antoine Delpierre et Véronique Pérez. À Soweto, dans le quartier d'Orlando West, de retour de l'école, ces jeunes Sud-Africains connaissent-ils le combat qu'ont mené ici même leurs aïeux? En passant devant ces murs, savent-ils que ces chaussures rappellent celles des manifestants restés au sol ce 16 juin 1976? Le jour même où a été prise cette photo, devenue le symbole de la sanglante répression de la police de l'apartheid. Ce jour-là, Hector Peterson, 12 ans, est abattu. 50 ans plus tard, cette habitante du quartier se souvient. La police était là, au coin, à ce coin-là. Et quand on est sorti, je n'en croyais pas mes yeux. Et dans tout ce chaos, il y avait ce petit garçon, Hector Peterson. Il est arrivé de ce côté et je leur ai dit « N'allez pas de ce côté, ces policiers tirent, n'allez pas de ce côté ». Et je n'avais pas fini ma phrase qu'ils ont tiré sur le garçon. Il est tombé ici. Juste ici. Le 16 juin 1976, la police a ouvert le feu sur un rassemblement pacifique, sur des collégiens, des lycéens du township qui refusaient d'apprendre l'Afrikaans, cette langue de la minorité blanche que voulait alors imposer dans l'enseignement le régime de l'apartheid. À l'époque, Seth Mazibuko avait été arrêté, accusé d'avoir organisé la manifestation. La lutte de 1976, dans sa portée historique, fut un combat contre l'apartheid. Mais nous savions qu'il y avait un pilier de ce système d'apartheid dont nous devions nous occuper, et c'était l'éducation. Un combat que le sexagénaire poursuit encore aujourd'hui en multipliant les interventions dans les écoles auprès d'une jeunesse pour qui résonne son combat contre l'oppression. Je pense que nous pouvons faire mieux aujourd'hui, car tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour nous. Pour ces 50 ans, je le souhaite, je prie et j'espère que leur combat ne sera pas vain. Aujourd'hui, nous concentrons nos efforts sur notre propre combat pour l'éducation. Avec un taux de 46%, la jeunesse est la tranche d'âge la plus touchée par le chômage, dans ce pays connu pour être l'un des plus inégalitaires du monde. Et de ce tournant dans l'histoire sud-africaine, on continue à en parler avec Dominique Darbon. Bonsoir, vous êtes directeur de Sciences Po à Bordeaux, spécialiste de l'Afrique du Sud. Alors 50 ans après Soweto, pourquoi cette révolte demeure-t-elle un moment fondateur de l'histoire sud-africaine ? Cette révolte, elle est fondatrice dans la mesure où elle va donner un sens particulier à la lutte contre l'apartheid. La lutte contre l'apartheid va s'incarner dans ce petit garçon, 12 ans, en train de mourir dans les bras d'un vieil homme qui la ramène, entouré d'une jeune fille qui court en pleurs, et qui marque la fin de l'idée que l'apartheid est triomphant. L'apartheid va mourir avec le petit Hector Peterson. C'est le symbole de la lutte contre un régime inacceptable, de la lutte culturelle que va mener le peuple sud-africain contre le régime blanc d'apartheid. Ce qui veut dire qu'elle a permis une prise de conscience au niveau international sur l'apartheid en Afrique du Sud ? Alors je dirais une prise de conscience au niveau national et international. Au niveau national, c'est l'affirmation par la jeunesse sud-africaine que l'apartheid ne peut pas gagner in fine en Afrique du Sud. 1976 est aussi le moment où l'on croit que l'apartheid est triomphante, avec la mise en place des bantoustans, c'est-à-dire de ces zones dans lesquelles on va reléguer les Noirs sud-africains et dans lesquelles on va les priver de la nationalité sud-africaine. C'est l'époque donc où les Blancs considèrent que le régime d'apartheid c'est un régime qui durera 1000 années. Avec la révolte de Soweto, cette croyance se termine. Au niveau international, c'est la prise de conscience qu'il y a un régime en Afrique du Sud qui n'est pas simplement une situation coloniale classique, mais qui est une situation de refus systématique des droits de l'homme au détriment des Noirs. Mais aujourd'hui encore, comment expliquer que l'Afrique du Sud reste l'un des pays les plus inégalitaires au monde malgré la fin de l'apartheid ?
Alors l'apartheid a marqué profondément la société sud-africaine, qui était pendant la période coloniale et pendant la période d'apartheid une société évidemment essentiellement inégale. La fin de l'apartheid a permis l'émergence d'une bourgeoisie noire, ce qu'on appelle les diamants noirs, donc des noirs enrichis. Donc pour cela, les inégalités ont été réduites, mais le reste de la société continue à exiger et à demander une redistribution des richesses au profit des anciens dominés noirs. En fait, les inégalités majeures que l'on a en Afrique du Sud sont le résultat direct des inégalités liées à l'apartheid et qui prendront encore des années pour se résoudre. Mais quand on voit les violences xénophobes de ces dernières semaines, est-ce qu'elles ne traduisent pas un échec de la nation arc-en-ciel portée par Nelson Mandela ? Alors, il y a un échec économique, effectivement, c'est-à-dire un constat de l'impossibilité de réduire rapidement les inégalités, mais aussi de permettre à la population la plus pauvre d'accéder à des droits de l'homme basiques, droit à l'éducation, droit à la santé, droit au logement, pour faire très simple. Et cet échec est d'autant plus fort qu'il est lié à la corruption massive d'une partie de la population, notamment des anciens leaders de l'ANC, mais qu'il est lié aussi à la présence d'étrangers qui étaient autorisés à travailler en Afrique du Sud en raison du rôle que les pays voisins avaient joué dans la lutte contre l'apartheid. Merci Dominique Darbon. Je rappelle que vous êtes directeur à Sciences Po Bordeaux.